Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour l'émission d'aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver à nouveau en pleine course pour les playoffs dans la NHL. Il reste à peu près une dizaine de matchs pour toutes les équipes pour tenter de se qualifier en playoffs ou même pour remporter le trophée des présidents. La course pour la tête du classement général qui est très serré. On aura la chance d'en discuter dans nos prochains épisodes. Aujourd'hui, comme invité, Danny Gélina sera avec nous. On a plusieurs sujets avec lui à discuter, mais avant de le retrouver, je vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui est disponible sur toutes nos plateformes numériques d'écoute audio et sur notre application MySports. D'ailleurs, tous les épisodes d'Overtime NHL s'y retrouvent. Sans plus tarder, retrouvons Danny Gélina. Pour le segment Hop Suisse, on accueille aujourd'hui notre invité, Danny Gélina. Salut Danny, un plaisir de t'avoir encore. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, Danny, il y a beaucoup de sujets, évidemment, une grosse course aux playoffs en NHL, mais on va quand même commencer en parlant des joueurs suisses. On va faire un petit détour, par contre, parce que ce soir, aujourd'hui, plutôt, on va parler d'un Autrichien. Pas nécessairement un Suisse, mais un Autrichien à licence suisse qu'on connaît très bien, David Reinbarer. Et pourquoi je tiens à en parler? Évidemment parce que sa saison à Kloten s'est terminée plus tôt que prévu avec l'annulation de la série de play-out. Il a donc pris la direction de Laval en AHL, le club école des Canadiens de Montréal, pour commencer son aventure nord-américaine. Ça a plutôt bien commencé pour lui, Danny. 2 points en 3 matchs, 3 victoires du Rocket qui est dans une course aux playoffs. Et je veux revenir, évidemment, parce qu'on a déjà eu la chance d'en parler, mais je veux revenir là-dessus avec la saison qu'on a vue de David Reinbarer. La première question que je te pose par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses que le Canadien de Montréal a pris une bonne décision en le renvoyant du côté de Kloten pour son développement? Alors, s'il voulait le former à jouer sans rondelle, c'était parfait. Parce que je pense qu'il a passé l'hiver à défendre. Ça, c'est clair. Écoute, non, je vais être franc. C'est toujours plus facile après, par contre. On passe pour des gars intelligents là, parce que la saison est passée. Fait que du coup, on a des points sur lesquels on peut appuyer. Mais il y a une chose qui est assez flagrante, c'est que je sais que c'est pas correct de parler toujours de même, mais c'est une vérité. Si on laisse Texier à Zurich, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on sait que son développement va être assuré. On laisse le gars à Kloten. Est-ce qu'on est assuré que son développement va être assuré? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est une équipe qui va lui permettre de s'épanouir dans les deux sens de la patinoire? C'est pas sûr. OK? Après, à côté de la glace, certainement qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour la préparation physique, le préparer physiquement et tout ça, il n'y a pas de problème. Après, si on le laisse à Kloten parce qu'on juge que pour l'instant, sur le plan maturité, il n'était pas prêt à partir ou à quitter un cochon qui lui était favorable, ça, c'est une autre affaire. OK? Mais là, si on parle juste de hockey, pour moi, je pense que c'est pas un frein, mais en tout cas, il n'a pas avancé. Mais, ceci dit, on est bête de dire ça parce que le gars, il s'en va la semaine passée, il traverse l'autre bord. On lui donne une journée et demie de repos. Je crois qu'il est arrivé le mercredi. Alors, 2 jours, excuse-moi. Il a joué le samedi. Je crois qu'il jouait contre Ottawa samedi-dimanche. Oui, exact. Mais il a dû s'entraîner et faire le déplacement en autobus quand même avec ses coéquipiers. Exactement. Et le gars, ben écoute, il s'éclate, il se fait plaisir. Une nouvelle patinoire, il joue plus petit. Les gars sont tous top shape là-bas parce que là, on arrive en fin de saison et du coup, tout le monde est en grosse forme, mais tout le monde est en mode playoff. Et puis là, le gars, il fait ce qu'il a à faire. Alors, je me dis que finalement, pour l'instant, le Canadien de Montréal ne doit pas se dire « Ouais, je pense que finalement, le garçon, il a reculé. » C'était pas une année perdue pour David Reinbarer. Tu sais, tu parles de Zurich. Vincent Rohrer est dans une situation à Zurich pour se développer sur le top 9 depuis le début de la saison. C'est un espoir du Canadien de Montréal aussi. Reinbarer, évidemment, il avait un gros rôle à Kloten, mais c'était pas le même genre d'équipe. Mais quand même, son développement, moi j'en parle parce qu'évidemment, Nicolas Ducharme, qu'on connaît très bien sur Overtime NHL, m'a invité à son podcast La Tasse de Café LNH, justement pour parler de Reinbarer. Et moi, je lui ai donné de l'amour. Je trouvais qu'en Amérique du Nord, on était très critique envers lui, sans nécessairement l'avoir vu jouer,
comprendre la réalité de la Ligue, la réalité de Cloton, la réalité dans laquelle il a été après blessure au championnat du monde, après une énorme saison, après un repêchage, après un camp de développement, après un camp d'entraînement. Plusieurs coachs se sont succédés, évidemment, dans son année, puisqu'il a été coaché par Martin Saint-Louis à Montréal, par Jean-François Houle pendant le camp d'entraînement dans le camp des recrues. Il a été coaché par 3 entraîneurs à Cloton. Il faut rappeler qu'il y a eu le changement parce que Tomlinson était là l'an dernier. C'est beaucoup de changements pour un jeune garçon. Il revient ici, il se blesse. Ça a été une année compliquée. Moi, je voulais lui donner un peu d'amour parce que c'est un défenseur que j'ai grandement apprécié voir jouer et qui était encore très jeune. À Montréal, évidemment, les standards sont très élevés, les gens sont très critiques, mais moi, je vois beaucoup de potentiel en David Reinbarrer. Toi, comme entraîneur, là, on s'entend que toi, tu fais beaucoup de vidéos, tu vois beaucoup de hockey, beaucoup de joueurs. David Reinbarrer, tu le vois, évidemment, c'est difficile de voir le développement d'un gars dans 4-5 ans, à quoi il peut ressembler. Mais quelles sont les forces de David Reinbarrer? Pour toi, quelles sont ses plus grandes forces qui pourraient lui permettre de dominer en NHL? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu joues à Montréal, il faut pas juste être bon au hockey. Il faut avoir un sacré gros mental. Ouais. Il faut être capable d'avoir une bonne gestion de l'événement, une bonne gestion des médias, parce qu'il y en a. Hein, il n'y a pas juste un journaliste qui t'attend sur le bord de la porte. Là. Il y en a un paquet. Ensuite, puis ils ne t'aiment pas tous. OK, d'accord. Ouais. Ensuite, la gestion des fans. Et puis aujourd'hui, bien, la gestion des réseaux. Hein? OK, ouais. Ça, c'est. D'ailleurs, il l'a appris à ses dépens il l'a appris, mais pêché. C'est là que je voulais venir. C'est pour ça que je parle du mental, parce que le garçon a probablement le mental pour jouer à Montréal. Parce qu'il a tenu. Il n'a pas cassé. En tout cas, je ne sais pas qui l'a aidé. Je ne sais pas qui l'a protégé en tant que grand monsieur NHL, parce qu'il y en a toujours un qui traîne à quelque part dans le vestiaire, des anciens joueurs qui traînent dans les vestiaires, et leur rôle, c'est un peu d'accompagner les jeunes joueurs. À Montréal, je ne sais pas trop qui fait ça, mais je sais qu'à Pittsburgh, tout ça, il y a... Et d'ailleurs, on veut ramener Yeager à Pittsburgh, c'est pas pour rien. Hein? Mm-hmm. On s'en va vers un rajeunissement de l'équipe, et du coup, on dit hey, Yeager, quand tu as fini de jouer au hockey, peut-être qu'à 52-53 ans, il faudrait peut-être que tu arrêtes, que tu viennes nous aider. C'est peut-être ça qui va arriver. Fait que ça, je dirais qu'aujourd'hui, le garçon a un mental qui lui permet, en tout cas, d'évoluer dans un marché comme celui de Montréal. Ensuite, je crois que c'est un défenseur qui est relativement complet. Il va falloir lui laisser du temps, mais je pense qu'il est assez complet pour évoluer. Je dirais, là, pour l'instant, il serait plutôt un numéro 5, tu sais, parce que son côté défensif, il va assurer, et puis après ça, il va se mettre un peu vers l'avant. Mais c'est un garçon que s'il travaille fort, je pense qu'on peut l'amener sur un numéro 4. Est-ce qu'il a la vitesse? Parce que moi, je trouve que son patin est bon, sa vitesse maximale est bonne. Je trouve qu'il manque peut-être un petit peu d'explosion encore. Mais est-ce que tu penses qu'il a le patin pour jouer dans la Ligue nationale de hockey? Je pense que tu as raison, mais je pense qu'il faut lui laisser un break parce que, comme tu as dit tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il s'est présenté au meilleur, j'ai pas dit en forme, au meilleur de sa forme avec les 6 mois qui ont passé, c'est-à-dire avril, mai, juin, juillet, août, puis tu as le camp des recrues là-dedans et tout ça. Je suis pas sûr qu'il était fatigué, le garçon. Là. Il en a bouffé de l'énergie qui était bien plus importante. Sa draft n'a pas été facile au mois de juin. Il s'en est pris plein les cacahuètes, bien comme il faut. Ça a été dur à gérer. Il a fallu qu'il apprenne ça. Alors, je ne suis pas sûr que le garçon a montré... Là, je pense qu'il est en train de montrer ce qu'il est capable de faire. OK, c'est la AHL. OK, il n'y a pas de problème, il faut lui laisser un break. Mais il est en train de passer les étapes les unes après les autres. Et je pense que si on lui laisse du temps, si on est patient avec ce joueur-là, de toute façon, je pense qu'on est allé chercher ce joueur-là et on sait qu'on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Ouais. Il va falloir le travailler. Mais ce qui va remplacer son explosivité, c'est probablement sa vision de jeu. Ouais, c'est-à-dire qu'il va être capable de bouger plus vite que les autres, non pas parce qu'il va être plus rapide, mais c'est parce qu'il va avoir une bonne vision de jeu. Pour l'instant, c'est ce qui me démontre, c'est que mentalement, le garçon a un IQ qui est assez intéressant et qui est en train de l'aider à gommer certaines lacunes qu'on ne voit pas forcément toujours, à part faire des tests physiques pour dire « Ah oui, c'est vrai que explosif, il est un peu moyen, tu vois ». Après, il faut le voir avec des gros bonhommes. Oui, et il y a des médias québécois d'ailleurs qui ont parlé avec des joueurs qui ont joué contre lui en Suisse, Maxime Noreau, Guillaume Asselin et Marc-Antoine Pouliot pour les nommer. Et les trois ont d'ailleurs dit que l'intelligence de jeu, la vitesse de Reinbarrer est souvent sous-estimée et aussi son apport offensif. Et les gars, bien évidemment, ils l'ont affronté toute la saison. Ils ont affronté Cloton toute la saison. Ils disaient, on ne se rend pas compte à quel point il n'était pas entouré, à quel point les jeux qu'il faisait
n'étaient pas terminés, en fait, mais c'était des jeux de haut niveau. Ryan Barrère, d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, j'ai rencontré Ryan Barrère au début de la saison, une longue interview, d'ailleurs disponible dans les premiers épisodes de la saison d'Overtime NHL. Ça se retrouve évidemment sur toutes nos plateformes, sur notre application numérique également. Je vous invite à aller regarder cette interview et écouter aussi les propos d'un jeune homme que moi j'ai trouvé vraiment mature. D'ailleurs, on est revenu ensemble sur cet épisode-là des messages haineux qu'il avait reçus. Moi, j'aimais beaucoup sa réponse dans le sens, les personnes qui m'ont écrit ça m'ont jamais vu jouer, ne me connaissent pas. Je mets ça de côté, mais je vais leur prouver sur la patinoire ce que je vaux. C'est un gars qui, je pense, a une belle confiance en lui, qui est pas trop confiant, mais qui a une belle confiance en lui. Non, j'aime beaucoup. Tu parlais de patience, Danny, pour terminer sur Ryan Barrère. Tu parlais de patience. Pour toi, l'an prochain, est-ce que c'est primordial pour lui de faire une saison en AHL? On a parlé évidemment après coup. Est-ce que c'était une bonne décision ou non de l'envoyer en Suisse? Maintenant, si on se tourne vers le futur, est-ce que toi, tu souhaites qu'il ait le temps de se développer dans l'AHL? On le voit avec Logan Mailloux, on le voit avec Jalen Strobel, on le voit avec Arbor Xhekaj. Des passages ou même une année complète dans le cas de Mailloux en AHL, ça peut être vraiment bon pour le développement. Écoute, là aujourd'hui, s'il ne le fait pas, il va être en retard par rapport à ceux que tu viens de nommer. OK? Et après, ça va être difficile pour lui de rentrer dans le line-up. Parce que tu le veuilles ou pas, tu ne pourras pas faire monter 3 défenseurs de AHL la même année. Ouais. Ça, il faut oublier. Montréal, l'année prochaine, il faut que ça gagne. Hein? La reconstruction, on ne va pas le faire pendant 5 ans. C'est un gros marché. Là, cette année, les garçons ont montré vraiment de bonnes aptitudes. Ils ont montré des belles choses, des up and down. Mais là, l'année prochaine, il faut que la reconstruction, d'ailleurs, les journalistes commencent à mettre la pression sur aller chercher des joueurs d'expérience aussi, parce que les jeunes, c'est bien. Alors, des bons joueurs d'expérience. Oui, non. Parce que là, il y a de l'expérience, mais c'est pas toujours de la bonne. Non. Alors, je pense que, sincèrement, en sachant pas non plus vers où Claughton s'en va, la décision sage pour Ryan Barrère, ce serait de l'envoyer à Laval. C'est aussi un très, très bon marché. Ça va super bien à Laval. D'ailleurs, le hockey canadien Montréal va très bien, c'est-à-dire entre le Canadien de Montréal, Laval et Trois-Rivières, ça va super bien, même si c'est un peu plus compliqué à Trois-Rivières, mais on sait tous que la EHL, elle est toujours, elle se fait tirer partout, c'est difficile. Mais c'est un bon marché, il va y avoir du monde. Laval, c'est une ville de hockey, fait qu'il y a aussi beaucoup de journalistes. Il va apprendre le marché, il va le vivre, il va se faire appeler, il va venir, repartir. Il n'y a pas trop de route. Laval-Montréal, il n'y a pas trop de route. Même à la rigueur. Alors, je pense que ce serait une bonne affaire pour lui. Ouais, et moi, j'ai fait la comparaison justement avec Nicolas Ducharme. J'ai fait la comparaison de Shimon Nemetz, le défenseur des Devils du New Jersey, qui, selon moi, au moment où il a été repêché, était en avant de Ryan Barrère. Évidemment, c'est pas la même année de draft. Nemetz est sorti 2e, Ryan Barrère 5e, mais je pense que Nemetz était plus près de la Ligue nationale de hockey au moment de son draft que Ryan Barrère. Et il a passé toute sa première année professionnelle en Amérique du Nord en AHL pour faire le saut cette année. Donc, je m'attends, j'espère que le Canadien va être patient, parce que tu l'as dit, il faut que le Canadien de Montréal gagne l'an prochain, et par gagner, je dis pas faire les playoffs, mais faire un pas en avant, vraiment aller dans le positif plutôt que dans le négatif, mais il faut être patient aussi avec certains éléments, et je pense que Ryan Barrère a 19 ans, on doit être patient avec lui, on sait à quel point un défenseur, c'est long, un peu plus long le développement, et surtout qu'à Montréal, il y a beaucoup de jeunes défenseurs. On a le luxe à Montréal d'être patient avec lui. Espérons que ce sera la décision qui sera prise. On avance dans nos sujets et on va parler d'un défenseur encore. Cette fois, j'ai son maillot derrière moi, c'est Roman Josi. Danny Josi, il est exceptionnel encore. Oh oui, je l'ai choisi, je l'ai mis là pour une raison bien simple. Je savais qu'on allait en parler et qu'on allait en parler en bien. Il connaît une saison exceptionnelle à nouveau cette année. Surtout, je dirais, depuis quelques semaines, là, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. En début de saison, tous les yeux étaient tournés vers Quinn Hughes, mais vraiment, on en parle moins du côté de la NHL de Roman Josi. Pourquoi? Il est dans un plus petit marché à Nashville. Honnêtement, c'est ça qui lui nuit le plus niveau visibilité. Ça lui va tellement bien. C'est l'organisation rêvée pour lui. Exactement. C'est vrai que c'est pas le même marché que New York Rangers ou
Toronto, je pense pas que ce soit un marché pour lui. Non. Mais aujourd'hui, si Nashville existe, c'est grâce à son capitaine. Il y a eu Weber avant qui a Oui. passé le flambeau à Yossi. On s'entend Ouais. que c'est les deux grands joueurs de cette C'est quand même organisation-là. difficile d'avoir un meilleur professeur que Weber. Ouais. OK? Ouais. Alors, du coup, je pense que du fait que lui, il se trouve dans le bon marché pour lui, dans la bonne organisation pour lui, je crois que sur le plan familial, ça se passe super bien parce que tout le monde est heureux d'être là-bas, ce qui rend la tâche beaucoup plus simple. Et du coup, sur le plan hockey, ben, le garçon, OK, je pense qu'il faut arrêter de dire que Yosi, est-ce qu'il pourrait être considéré comme un des meilleurs défenseurs? Il est un des meilleurs défenseurs de la NHL. Ouais. OK? Clairement dans le top 5. Aujourd'hui, ça, on n'en discute pas. C'est un des joueurs suisses, pardon, excuse-moi, un des joueurs suisses qui pourrait évoluer dans n'importe quelle équipe nationale du monde. Ouais. Ça, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je catalogue un peu les five stars, tu sais, les 5 étoiles. Ouais. Tu sais, ça, c'est un joueur qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe. N'importe quelle. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'accord? Et dans n'importe quelle équipe et sur le top 4 de n'importe quelle équipe. Exactement. On est d'accord, là? Avec le même rôle. Alors, ouais. ça se vend pas et c'est difficile. Après, je pense qu'il est juste arrivé, il lui est arrivé des garçons comme Makar et Hughes, et puis 2, 3 petits garçons, là, Adam Fox et tout ça, là, qui chatouillent un peu, puis que c'est des joueurs qui sont plus sexy que lui. OK. J'y vais avec ma question. Sexy. Oui, je comprends vraiment pourquoi. Plus flashy, sexy, on peut le dire comme on veut. Ma question, Danny, parce que moi, je t'écoute, je suis 100% d'accord avec toi, 110% d'accord si on peut l'être. Est-ce que, selon toi, il doit être considéré comme le favori pour le trophée Norris? Et je m'explique. Cette équipe-là est qualifiée en ce moment pour les playoffs, une équipe qui, avec le changement de GM, parce que c'est Barry Trotz maintenant le directeur général à Nashville, semblait en direction d'une possible reconstruction. On a échangé Ryan Johansson, on a échangé des joueurs. Il y avait celui qui a été échangé à Tampa Bay l'an dernier pour des choix et des choix et des choix. Donc, il y a eu beaucoup de changements de personnel. Yossi, avec le gardien Jussi Saros, Ryan O'Reilly qui a été ajouté, Philippe Forsberg, ces gars-là sont en train de donner un ticket pour les playoffs à cette équipe-là. Est-ce que ce n'est pas justement l'âme d'un, entre guillemets, un MVP ou un trophée Norris, le meilleur défenseur? C'est quand même celui qui amène son équipe, qui n'était pas supposé être en playoff, non? Alors, ce qui se passe à Nashville correspond exactement à la définition exacte, à ce que ça veut dire un MVP. OK? C'est ça que ça veut dire. Ouais. MVP, c'est ça que ça veut dire. C'est pas MVP d'une équipe qui était sûre ou qui devait être en haut, puis finalement, oui, ils sont en haut. OK? Quinn Hughes fait une belle saison. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il est mieux entouré quand même. Je crois qu'il y a 6 ou 8 points d'avance. Je crois qu'il y en a un qui est 72, l'autre 80. Enfin, tu vois, c'est très proche. On parle de pas grand-chose. Mais il y a 1 mois et demi, il y avait quand même un écart bien plus important que ça. Ou 2 mois, on va dire. OK? Mais là, moi, où je reviens à équipe. OK? MVP, c'est le joueur d'équipe. C'est le joueur qui transcende et qui amène l'énergie, qui amène la discipline, qui amène un objectif à l'équipe et qui le démontre. Ouais. Parce que des pep talks, c'est-à-dire des blablas dans un vestiaire, t'en as beaucoup. Hein, ils sont là, allez les gars, il faut y aller. Oui, mais quand il faut y aller, il faut y aller. OK? Et il n'est pas juste, il est un leader d'action, c'est-à-dire il monte la voie, il a amené la voie, puis quand ça ne va pas, ben, il monte, il y va. OK? Ça n'empêche pas qu'il fait beaucoup d'erreurs, qu'il fait des erreurs, et ça le rend encore plus humain, et ça, j'aime ça. OK? J'aime ça. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup chez ce joueur-là, c'est, je ne sais pas si c'est l'homme ou le joueur que je préfère. Je me demande, je pense qu'il est bon joueur de hockey parce qu'il me l'aide d'être une bonne personne. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Il y a un truc qu'on m'a déjà dit quand j'ai commencé à coacher, c'est qu'on m'a dit, écoute, il y a un truc qui va être facile à faire un jour, puis un truc qui va être compliqué. C'est entraîner un joueur de hockey qui joue au hockey, c'est très dur. Entraîner un joueur de hockey qui est un homme, c'est bien plus facile. Puis, tu dis ça, je suis obligé de faire le lien avec Sidney Crosby.
Tu vois, Sidney Crosby, la personne qu'il est, Carey Price, la personne qu'il est, ça a fait des grands joueurs de hockey, des joueurs qui avaient à cœur aussi leur communauté, les enfants qui gravitent autour de l'équipe ou qui sont fans, qui sont généreux avec tout le monde. Ça fait des idoles, ça fait des joueurs plus grande nature, ça fait des légendes. Ouais, puis Et, c'est des gars qui oublient pas. C'est des gars qui oublient pas. Je veux dire. mais c'est des gars C'est- aussi qui arrivent en NHL et qui sont pris par des vétérans. Il y avait Shea Weber quand Yossi est arrivé à Nashville. Il y avait Mario Lemieux quand Sidney Crosby est arrivé à Pittsburgh. Reste que quand on n'entoure pas des jeunes de 18 ans qui sont des millionnaires, tu peux les perdre. Alors que quand Mhm. tu les entoures correctement, ça fait souvent ce genre Ouais, de ben, tu vois, joueurs-là. tu dis ça, mais je veux dire, un garçon comme Marchand, qui est arrivé en NHL, si je me trompe pas, c'était Tocchet qui était là aussi, tu vois. Tu Mhm. vois? C'est-à-dire que ces joueurs-là ont été encadrés, oui, mais c'est des gars qui ont reçu probablement une éducation et aussi une adversité plus jeune, pas forcément toujours les plus faciles. Mais en tout cas, je reviens, la définition du MVP, comme elle est écrite dans le dictionnaire, c'est que c'est Yosi. Ouais. Et OK? si les Après, pas. la définition sociale du MVP, ben, j'ai presque l'impression que Yosi, c'est l'antidote. L'antidote. Ouais. Il correspond pas du tout à la définition sociale de ce qu'on fait, ce qu'on imagine d'un MVP. Nous, on pense que c'est le gars qui fait beaucoup de points, qui est partout et nulle part en même temps, puis qui est joli à voir, au lieu d'être effectif. Ouais. Tu vois, c'est peut-être pour ça que ce garçon-là, Yosi, est pas forcément toujours à la lumière. C'est pas parce qu'il est toujours dans un marché ou bon marché, c'est que ce garçon-là, aujourd'hui, finalement, ne recherche pas la lumière. Non, Il non. n'y en a pas besoin pour exister, il n'y en a pas besoin. Non, mais entre toi et moi, s'il n'est pas dans les trois candidats pour le trophée Norris, Ah, là, je je trouve comprends que plus c'est un rien, là. scandale. Ah ben là, je comprends Je plus trouve rien. que c'est un scandale. Ben, je comprendrais, on pourrait refaire une émission, puis je pourrais dire, tu vois, ben, la raison sociale a eu raison Ouais. de la définition. C'est sûr qu'on va en refaire une émission, Danny. On a encore plusieurs émissions qui s'en viennent, évidemment, puisqu'on est en course aux playoffs. On va continuer les émissions jusqu'à la fin de la saison, à la fin des playoffs en NHL. Timo Meier, je veux parler de Timo Meier qui est en feu. Il approche là, d'un record de concession. Là. Au moment où on se parle, il est rendu, je crois, à 12 buts marqués au mois de mars. Le record dans un mois pour un joueur des Devils, c'est 13 buts marqués. Donc, il est en feu. Évidemment, ce sera probablement trop tard pour les Devils du New Jersey pour ce qui est des playoffs. Mais ça coïncide quand même avec avec le changement d'entraîneur du côté du New Jersey. Est-ce que tu y vois un lien, Danny, ou tu penses que ça n'a aucun lien, les succès récents de Timo Meier et le changement d'entraîneur? On est obligé de le relier parce que probablement qu'il y a un changement de système, un changement aussi de communication. Et peut-être que la communication par l'entraîneur correspond exactement à ce que Timo Meyer aime ou souhaite. Par contre, il ne faut quand même pas oublier Jack Allen. Il ne faut quand même pas oublier le gardien dans les buts. New Jersey a eu des gros soucis de gardien. Akira Schmid n'a pas été à la hauteur cette année. C'était difficile. Le retour à la réalité était dur. Puis pour le reste aussi. Alors du coup, avoir un gardien qui te fait les arrêts, qui te permet de toujours exister dans le match, ça donne aussi beaucoup d'énergie. Ce qui permet aussi aux attaquants d'être un peu plus libres vers l'avant et d'être moins souvent en patinage arrière. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent coïncider, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop tard. Mais en tout cas, ça nous rend plus intelligents aujourd'hui parce qu'on a eu raison de dire que Timo Meier, à un moment donné, les choses ils vont évoluer parce que c'est pas un mauvais joueur. Non, pas du tout, pas du tout. Puis OK. tant mieux s'il se replace parce il a quand même la pression d'être l'attaquant, le joueur le mieux payé de cette franchise des Devils du New Jersey avec son nouveau contrat. Et évidemment, on veut le voir connaître du succès. Tant mieux si ça arrive. Ça arrive peut-être plus tard qu'on l'espérait, mais c'est encourageant pour l'an prochain, par contre, parce que tout le monde plaçait les Devils en playoff. Les Devils se battront pour les playoffs la saison prochaine, c'est évident. Ils ont l'équipe pour le faire. Et puis, évidemment, si Timo Meier peut commencer sa saison, on va le dire comme ça, dès le premier match, puis être convaincant sur toute une année, ça peut être une équipe extrêmement dangereuse et il peut retrouver son titre de tireur d'élite dans la NHL. Dernier sujet, Danny, dans ce segment Hop Suisse, on
On va parler de température. Tiens, il commence à faire chaud ici en Suisse. Par contre, à Chicago, il fait froid. Oh, qui fait froid. Si on était au Québec, je dirais il fait fret. Sur un moyen temps. Bon, et pourquoi je dis ça? Évidemment, je veux parler de Philippe Kourachev et de son différentiel plus et moins. Bon, si on regarde l'ensemble de l'équipe, les Blackhawks de Chicago sont moins 99 depuis le début de la saison. Donc, 99 buts concédés de plus que de buts marqués. On pouvait s'en attendre, c'est l'avant-dernière équipe au classement général de la Ligue nationale de hockey. Mais quand on regarde attentivement, Philippe Kourachev, qui connaît une excellente saison, jumelé avec Connor Bedard, 46 points en 64 matchs. C'est 21 points de plus que son précédent record qui était l'an dernier, avec 6 matchs de moins de disputés. Mais pourquoi je dis qu'on parle de température? Il est à moins 38. Imaginez, moins 38, Philippe Kourachev. Connor Bedard est à moins 37. Ce sont les deux pires joueurs de leur équipe. Évidemment, ce sont deux joueurs qui amènent énormément d'attaques, mais deux joueurs qui, on le voit avec les statistiques, encaissent beaucoup de buts. Évidemment, c'est exceptionnel de voir ça. C'est une statistique qui saute aux yeux quand on regarde ces statistiques-là. Il était à moins 32 l'an dernier, Philippe Kourachev. Mais selon toi comme coach, là, tu regardes ces statistiques-là, est-ce que tu y portes vraiment attention? Est-ce que c'est vraiment parlant, connaissant la situation des Blackhawks de Chicago, ce moins 38 pour Philippe Kourachev, ou si ce n'est qu'anecdotique? Alors, ça s'appelle ça, c'est des garçons qui jouent dans un sens. OK? Là, pour l'instant, cette année, si on veut du monde dans les gradins, il faut marquer des goals. Ouais. Parce qu'en prendre, on sait qu'on va en prendre. Alors, si on demande à Kourachev et à Connor Bedard d'essayer de jouer et de ne pas prendre de goal, d'en prendre le moins possible, et puis une fois de temps en temps, s'ils sont capables d'aller en mettre un, ben, il n'y aura plus personne dans les gradins. Alors, ils sont obligés de laisser ceux qui sont capables d'offrir du spectacle et du jeu, ben, ils les laissent jouer pour l'instant. De toute façon, ça ne changera rien au problème et à la situation. OK? Mais on appelle ça des one-way. C'est un peu comme Connor McDavid avec Edmonton. Quand Edmonton était à peu près sûr de ne pas être capable de faire les playoffs, ben, il fallait absolument que Connor McDavid et Draisaitl fassent le show. Ouais. OK? Alors, c'est des gars qui avaient chacun 130 points, mais ils étaient loin des playoffs. Puis on se disait, oui, c'est à cause du gardien, à cause des défenseurs. Oui, OK. Mais là, aujourd'hui, Chicago se trouve dans la même configuration. Et aujourd'hui, si tu enlèves les points de Kourachev et les points de Connor Bedard, ben, il n'y a plus personne dans les gradins. OK? Fait que là, pour l'instant, ce qui favorise la saison de Kourachev, c'est ben, justement la situation de Chicago. Et à son mérite, il a pris le taureau par les cornes et puis il a dit, ben, c'est ma chance et je la prends et j'y vais, quoi. Puis je le fais. Alors, est-ce que ça va suffire l'année prochaine? À un moment donné, quand il va falloir serrer, il va falloir que tout le monde comprenne que les statistiques peuvent changer parce qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à gagner des matchs 2-1, quoi. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu vois Philippe Kourachev avoir... Parce qu'on le sait que Sidney Crosby a eu des ailiers qui n'étaient pas nécessairement toujours des ailiers élites de la Ligue nationale de hockey. Il fallait simplement qu'il trouve le bon fit. C'est passé par Chris Kunitz, par Pascal Dupuis. Il a toujours eu un peu ce joueur qui, sous son aile, produisait beaucoup plus que s'il avait été sur un autre trio ou dans une autre équipe. Est-ce que tu penses que Kourachev, à long terme, c'est viable avec Connor Bedard? Parce que ça marche bien cette première saison-là. Mais un jour ou l'autre, les Blackhawks voudront entourer Connor Bedard. Est-ce que tu penses que Kourachev est quand même en train de cimenter sa place aux côtés de Connor Bedard avec les performances offensives qu'il offre? Non, je pense pas, parce que pour la simple et unique raison, pour répondre à ce que tu viens de dire, quand tu parlais des Penguins de Pittsburgh, les Penguins de Pittsburgh, c'était une des premières formations qui ont arrêté de former des trios. Ils ont formé des duos. Ouais. OK? Et ensuite, ils ont mis des joueurs avec un niveau de patinage très important parce que leur premier rôle à eux de ces joueurs-là, c'était d'être sur l'échec avant en premier en permanence pour permettre au duo de récupérer des rondelles derrière en position de marquer. Alors, des garçons comme tu viens de nommer, à part Guentzel, qui lui est sorti un peu mais tous les autres, c'est des joueurs qu'on a mis à côté
OK, à côté, et puis ça a bien marché. Et après, ben, il y a certaines équipes qui ont compris que ouais, finalement, c'est peut-être plus des trios qu'il faut former, c'est des duos. Et ensuite, on trouve le gars qui va fitter là-dessus pour amener l'énergie nécessaire pour voilà. Alors, est-ce que le niveau de patinage et le niveau d'intensité de Kourachev peut lui permettre ça? Non. Non, ça c'est sûr. Et est-ce que Kourachev va être capable de dire je peux me cantonner à un rôle défensif? Non plus. Non. OK? Alors, est-ce qu'il va avoir le potentiel et l'intelligence de Pius Suter? On va voir. On va voir. Ça va être important, mais je ne crois pas. Je crois que quand on va commencer à dire, OK, qu'est-ce qu'on met à côté de Bedard, je pense que Kourachev va sauter. Ouais. Ah, ça, c'est sûr que l'avenir va nous le dire assez rapidement, j'ai l'impression. Après, si Taylor Hall n'est pas blessé cette année, techniquement, Taylor Hall devait être aux côtés de Connor Bedard, mais Hmm. parfois, la blessure d'un fait le plaisir de l'autre. C'est le cas de Kourachev Ouais, bon, qui a eu cette Chicago, chance-là. depuis 2 ans, là, c'est un peu Hollywood. Alors, du coup, il y a tellement d'histoires à l'extérieur qu'il y en a autant à l'extérieur que dedans. Fait que, tu sais, cette année, ça a été. Depuis 2 ans, il y a eu des histoires. Puis là, cette année, c'est été terni par Perry. Ouais. Alors, tu vois, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, il y avait 2, 3 joueurs qui étaient là pour entourer les jeunes. Et puis, finalement, ils n'ont pas, soit par blessure ou soit par manque d'éthique, ont pas accroché, quoi. Ouais, exact. Puis quand on parle justement de complément, on peut faire le parallèle avec Zach Hyman à Edmonton, qui vient de marquer 50 buts, là. Lui, il est bien servi par McDavid et Draisaitl, Ah disons-le ben, comme ça aide. ah Il est ben, toujours bien placé, puis ça marche. En même ben, temps, faut trouver la bonne glace. Hein. Faut quand même que ouais, les gars te trouvent. Hein. C'est ouais, pas ouais. parce qu'à la vitesse qu'ils vont, les deux autres, là, il faut déjà être capable de les suivre. Hein. Faut trouver la bonne glace. Faut être capable de dire, OK, si eux autres vont vite, moi, il faut que j'aille tranquillement parce que si je me retrouve sur la même hauteur qu'eux autres à chaque fois, ils vont pas me trouver. Alors, il faut que je trouve la bonne Ouais. glace. Il faut que je trouve. Alors, c'est beaucoup de travail et beaucoup de concentration aussi parce que ces gars-là te demandent une concentration totale à chaque fois. Parce que tu parles, évidemment, à trouver la bonne glace, il y a la vitesse de patin, il y a la vitesse sur la patinoire, mais il y a la vitesse mentale aussi, parce que souvent, McDavid, Draisaitl, un peu comme Sidney Crosby, vont voir des jeux, des lignes de passe qui n'existaient pas il y a une fraction de seconde, puis c'est tape to tape, puis il faut que tu sois prêt à recevoir Non, puis des cette fois, puck-là. les gars, ils font un virage. Dans le virage, la rondelle, elle arrive, quoi. Ouais. Toi, tu penses qu'ils vont les faire un virage dans le coin, bien, dans le virage, la rondelle, elle est partie. Alors, tout le monde sont là, ils se relèvent les épaules parce que le gars, il fait un virage et puis, hop, la rondelle, elle arrive. Alors, c'est quand même beaucoup d'énergie. Puis ben, après, ben, il faut que les garçons aient beaucoup de mérite. C'est vrai qu'on dit ça souvent de, ouais, mais t'as vu. C'est vrai que nous, en tant qu'entraîneur ou recruteur, il faut toujours regarder et analyser correctement les points de chaque joueur parce que ça nous détermine aussi avec qui il peut jouer, dans quelle situation il peut jouer. Parce que ça, c'est important. Ça fait partie d'une évaluation d'un joueur aussi. Ouais, c'est pas toujours facile de jouer avec des exceptionnels. Non, parce qu'ils ont des égos aussi un petit peu, parce qu'ils la veulent la rondelle. Hein. Fait que quand toi tu Ben l'as, oui. puis toi tu dois faire le jeu, si tu fais pas le jeu, t'inquiète pas qu'ils vont venir te voir et ils vont dire, hey, gros, à chaque fois que tu as la rondelle, on la perd, quoi. Et ils ne passeront pas par quatre chemins pour faire passer leur message. Non. Bon, Danny, on va continuer, mais dans le segment Head-to-Head. Segment Head-to-Head, on a 3 sujets aujourd'hui. Et le premier, ben d'ailleurs, je remercie l'un de nos abonnés, Fabien, qui nous a écrit parce qu'il voulait qu'on parle d'un certain Matt Rempe. Et Danny, ben, il a eu la même idée que toi parce que quand on s'est parlé pour préparer l'émission, le premier sujet que tu m'as donné, c'est Matt Rempe. Exact. Matt Rempe, la question que je te pose, Danny, est-ce qu'il est bon ou mauvais pour la NHL? Ben, écoute, je suis obligé de te dire qu'il est bon parce qu'ils vont. Alors, et la NHL veut vendre. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, on va juste faire attention à ce qu'on va dire, OK? Parce que c'est un jeune de 21 ans aujourd'hui qui essaye de faire son travail et puis d'être dans la ligue la plus grande du monde. Alors, du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut comprendre que le gars, lui, aujourd'hui, on le met dans une situation qui doit répondre. Alors, il répond. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en junior, il n'a pas été drafté la première année. Enfin, il y a eu un parcours junior assez chaotique, assez difficile, mais il a percé. Et le retour de ses entraîneurs ils sont très, très propres. C'est un gars qui s'est bien patiné, c'est un gars qui s'est marqué des goals, OK, et qui sait jouer au hockey et qui sait donner des mises en échec. Voilà. Ça, c'est ce qui sort du junior. OK? Ouais. Ça, c'est une chose. Après, aujourd'hui, il rentre dans la Ligue nationale et là, aujourd'hui, il lâche les gants à tout va. Et on l'a mis. En plus, il y a eu de la chance. Je pense que dans le premier mois, même pas. Dans les 2 premières semaines, il y a eu les plus gros.
Ouais. Il y a eu tous les garçons qui voulaient avoir, ils les ont eu. Ça aurait été bien qu'ils les aient un peu plus tard, ça lui aurait laissé le temps de jouer au hockey un peu. Puis on a pu voir qu'il sait jouer au hockey et qu'il sait patiner, parce que quand il frappe solide, hein, je te le dis. Hein, Ouais. il y a beaucoup de mise en échec par match. Là, aujourd'hui, on a un jeune qui est là-dedans. On essaye d'abolir les bagarres dans les ligues juniors, notamment la Ligue junior majeure du Québec, où on abolit la bagarre, OK? Et aujourd'hui, on arrive en NHL, puis on dit, ouais, ben, c'est un fait saillant, c'est un fait de jeu et ça fait partie du jeu. Je lui ai lu un article cet après-midi, ça tombait bien, sur TVA Sport, où il disait que ben, la violence, finalement, aux États-Unis se vend bien. Alors, quand tu lis une phrase comme ça, tu n'as pas envie de lire l'article. Hein. Tu te dis, attends, je veux relire le titre, puis il faut que je fasse attention parce que si mes enfants de 8 ans lisent ça, j'ai pas envie qu'ils le lisent, tu vois. Euh, ça sonne drôle. Je ne sais pas si toi, ça sonne drôle, là, mais Ouais. la violence se vend bien aux États-Unis, en NHL. Wow. Alors là, tu te dis, où c'est qu'on s'en va? Où c'est qu'on s'en va? Alors pour moi, le hockey, c'est un jeu qui doit se jouer avec intensité, avec agressivité et avec émotion. Voilà. J'ai jamais dit qu'il fallait être violent. Ouais. Parce que moi, je suis toujours parti du principe que si aujourd'hui j'ai été capable ou je suis capable de pratiquer mon métier en tant que professionnel, c'est que j'ai des adversaires qui font le même métier que moi. Sans mes adversaires, j'existe pas. Ils font la même chose que moi. Et grâce à eux, j'existe. Alors, mon jeu à moi, c'est pas de détruire mon adversaire, c'est de le battre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et c'est pour ça que quand on est éducateur, les jeux qui sont portés vers la soi-disant violence, parce que souvent, il y a des gens qui mélangent la mise en échec à la violence et à l'intensité. Aujourd'hui, ce qu'il faut enseigner, c'est que tout ce qui concerne le jeu avec intensité et agressivité, c'est un outil qu'on doit enseigner et donner dans le sac à dos des jeunes et non une arme. Voilà. Et pour moi, les bagarres n'ont pas à faire dans le hockey. OK? Après, si aujourd'hui, il y a 75% des matchs de la NHL qui n'a pas eu de bagarre. C'est le plus bas niveau qu'il y a jamais eu. Alors, Ouais. c'est déjà pas mal. 75, ça veut dire qu'il y en a 25. Alors, sur les 25, Rampé, je pense qu'il doit en avoir 15 déjà à lui tout seul. Tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, que ça laisse sa place parce qu'à un certain moment, peut-être, peut-être. Mais il faut que ça soit fait proprement et pas en sauvage, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, aujourd'hui, je sais pas, on n'a peut-être pas besoin de se battre pour gagner sa vie. Écoute, moi, évidemment, je partage ton avis. En ce moment, il est bon pour la NHL en ce moment parce qu'il est vendeur. C'est un jeune qui arrive. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore vu Matt Rempe, là, c'est 2 mètres 3, le bonhomme. Il fait 109 kilos. C'est vraiment un géant. Euh, Évidemment, on le voit dans toutes les émissions d'highlights pour ses bagarres. Moi, je trouve que c'est mauvais à long terme pour la NHL. Et pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un pas en arrière. Les bagarres ces dernières années, et c'est le cas parce que tu parles de la diminution des bagarres dans la NHL, c'est le cas en AHL et c'est le cas aussi du côté de la Ligue canadienne de hockey. Même les autres ligues autres que le Québec qui a interdit les bagarres, on va le dire comme ça, parce que les joueurs pourraient se battre, mais ils vont être suspendus automatiquement. Les bagarres sont en baisse partout. Les bagarres qui restent sont des bagarres un peu des gestes de revanche si jamais tu touches à Connor McDavid, si jamais tu touches à un tel, si jamais tu touches à Cole Caulfield ou à Nick Suzuki ou au gardien, tu vas avoir Arbor Xhekaj qui va venir. D'ailleurs, Xhekaj s'est très peu battu cette saison et quand il est retourné en AHL, une seule bagarre en 3 semaines. Dans son premier match, en plus, il jouait contre un bagarreur. Et il en a refusé. Hein? Il en a refusé. Il en a refusé. Hein? Et je trouve que c'est bien. Les bagarres font toujours partie du hockey, mais il faut que ce soit une nécessité. Quelque chose pour amener du respect, tout ça. Mais moi, les bagarres qui sont stagées, je vais le dire comme ça, qui sont organisées, que c'est 2 bagarreurs qui s'invitent, on drop les gants, on se tape dessus, je trouve qu'on est rendu ailleurs. Le spectacle de la NHL est rendu ailleurs. Quand tu regardes les highlights des Rangers de New York, les premières semaines où Rempe est arrivé puis qu'il se faisait knocker, puis il avait les 2 yeux au beurre noir, le nez cassé, tout ça, puis il continuait de se battre quand même. Tout ce que tu voyais des Rangers de New York, c'était pas les victoires, c'était pas les beaux buts, c'était pas Panarin qui approche les 100 points. Tu voyais Rempe qui
mangeait une volée, comme on dit au Québec, là, qui se faisait donner des coups de poing sur la gueule à outrance. C'est dangereux de 1 pour le jeune garçon. En plus, qu'il ne savait pas se battre. On va le dire comme ça, là. Moi, j'ai écouté des podcasts avec Georges Larac qui explique qu'il a texté Rampé pour lui donner des conseils après les bagarres qu'il a perdues. À la fin de saison, il va s'occuper de lui. Exactement, il va le coacher comme il a fait à Michael Pezzetta à Montréal, comme il a fait aussi à Herbert Jackai, parce qu'il a une très longue allonge, donc il peut tenir les joueurs loin. C'est pas normal qu'un géant comme ça se fasse taper dessus de la sorte. Donc, il n'a pas vraiment de technique de bagarre. Il se bat parce qu'il a le physique, le profil pour, mais je trouve pas qu'à long terme, c'est une bonne chose. Il y a le décès de Chris Simon qui est arrivé, un ancien bagarreur, il y a quelques semaines. On est loin de l'époque des Chris Simon, des Ty Domi. C'est une époque révolue. Maintenant, les bagarreurs dans la Ligue nationale sont des joueurs respectables au hockey. Ce sont des joueurs qui se battraient de toute façon pour un poste dans l'alignement, mais qui amène cette petite touche-là d'homme fort, je vais instaurer le respect sur la patinoire et tout. Je trouve qu'avec Rampé, il y a cette espèce de recul qui, à long terme, je pense pas. Là, c'est sûr que c'est la saveur du mois, mais à long terme, si ce gars-là est sorti pour des commotions cérébrales, s'il tombe dans les antidépresseurs, dans les antidouleurs, si un jour, ben, j'y souhaite pas, mais il y a des trucs qui arrivent aussi graves qu'ont pu connaître d'autres bagarreurs, que ce soit Simon, Boogaard et ainsi de suite. Ben, aujourd'hui, on va se dire, ben, la Ligue nationale va se dire, et nous tous, comme consommateurs de sport, on va se dire, ouais, on se partageait les vidéos, on trouvait ça drôle de le voir se faire taper sur la gueule comme ça, mais il y a peut-être un problème derrière, un problème qui aurait pu être évité. Mais de toute façon, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'au-delà du fait même s'il ne prend pas de coups, OK, il va prendre des antidouleurs. Et quand sa carrière va terminer, c'est là que les dépressions, c'est là que les choses se passent très, très mal. OK, et on a beau mettre des programmes NHL pour aider les joueurs. Si on crée des programmes parce que on crée des programmes pour les remplir avec ce qu'on fait, c'est stupide. OK? Ouais. Alors, moi, aujourd'hui, Rampé, il faut qu'il joue au hockey. Et d'ailleurs, le soufflet est en train de tomber. Hein? Le soufflet est en train de tomber tranquillement. Ouais. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus se battre à tous les matchs, qu'il peut pas se présenter de cette façon-là. Il peut amener un impact physique sur l'adversaire et pour son équipe très facilement. Quand tu le vois arriver sur patin, parce qu'il ne faut pas oublier que 2,04 m, 2,03 m, 2,04 m, c'est presque 2,14 m en patin. Hein? Ouais. Et, moi, je sais ce que c'est 2,14 m en patin, hein, parce que Maxime Montandon, quand il est en patin, il est grand en Simonac. Je l'ai croisé au premier match à Fribourg. Et moi, normalement, quand les joueurs arrivent sur la patinoire, c'est rare qu'ils sont plus grands que moi. Montandon, c'était bonjour monsieur. Hein? Okay. Alors du coup, je te dis, c'est des grands monsieur, des grands bonhommes. Et je pense qu'ils peuvent amener un impact et puis imposer sans être violent, on va dire comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais. Avoir l'avenir pour Matt Rampé, mais... Ben moi, si je serais à l'association des joueurs, je ferais quelque chose. Hein. Ouais. Parce que à force de voir les familles débarquer dans le bureau en pleurs parce qu'ils ont perdu leur mari et leur père de famille, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut avoir les yeux en face des trous. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le sport mérite mieux que ça en tout cas. Et si on est rendu à avoir ça pour vendre le sport, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème, et puis on va avoir un gros problème dans le hockey parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont refuser de mettre leurs enfants au hockey. Oui, exact. Surtout si c'est l'image que les parents qui connaissent pas le hockey nécessairement, mais que le garçon veut jouer ou que la fille veut jouer, et c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on promouvoit, c'est pas une bonne chose. Faut arrêter de jouer à l'autruche, là. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Les problèmes de dépression, les suicides et tout ça, ça vient avec tout ça, avec ce genre de détails. Exactement. Avec ce genre de détails. Deuxième sujet, Danny, il reste une douzaine ou une dizaine de matchs à toutes les équipes. On approche évidemment la fin de la saison. On va approcher aussi les nominations pour les différents trophées. Et là, il y a 3 joueurs qui se démarquent au chapitre des pointeurs. Évidemment, c'est la course au trophée Art Ross qui est remis au meilleur pointeur. Je te pose la question, dans ces 3-là, lequel est le MVP? Est-ce que c'est Kucherov, McKinnon ou McDavid? Ou est-ce que tu as un autre MVP hors de ces 3 joueurs-là?
C'est difficile d'en rajouter parce que là, c'est du gros morceau. Là, c'est du lourd sérieux, là. Mais moi, j'aime beaucoup McKinnon. J'aime beaucoup McKinnon. J'aime le travail qu'il fait dans les deux sens de la patinoire. J'aime son implication dans le jeu global. Et non pas que j'aime pas les deux autres, hein, mais les deux autres sont plutôt volatiles comme joueurs. C'est-à-dire que ça va toujours pencher plus d'un bord que de l'autre. Alors que McKinnon, je trouve qu'il a quand même, depuis 3-4 ans, il a fait énormément de progrès, surtout depuis 3 ans, il a fait énormément de progrès. J'ai presque l'impression qu'il est coaché par Crosby. C'est deux bons amis, hein, Ah, d'ailleurs. ben, ils viennent de la même ville, hein. Ils viennent de la Ouais. même place, ils s'entraînent ensemble tous les étés, ils se connaissent très, très bien. Et je me demande à un certain moment donné si Crosby ne lui a pas donné des conseils en disant, écoute, gros, si tu veux gagner la Coupe Stanley, tu as le potentiel pour amener ton équipe à la Coupe Stanley, mais tu n'as pas le jeu. Tu n'as pas la mentalité. Il te manque quelque chose. Voilà ce qui pourrait te manquer. Ben, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu un renversement de situation, c'est-à-dire le gars, au lieu de jouer pour lui, il a joué pour l'équipe et ben, ça y a valu. Il a multiplié ses forces au lieu de les Ouais. diviser Ouais. et parce qu'il a su amener ce qu'il était capable d'amener à son collectif et il s'est mis aussi au service de son collectif. Alors, du coup, il a multiplié ses forces et puis il a donné des forces à d'autres, puis il a donné des idées à d'autres, ce qui les ont amenés à la Coupe Stanley. D'accord? Et ils l'ont gagné. Et du coup, ils ne l'ont pas gagné par hasard. Et je trouve que ce joueur-là a beaucoup mûri, a beaucoup pris de maturité et j'aime son jeu. Et aujourd'hui, si j'aurais beaucoup de vidéos à montrer, ben, j'étais un peu, comment je pourrais dire ça, donc, j'étais vraiment dirigé sur Crosby en permanence, surtout en tant que joueur de centre. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé d'amener du McKinnon parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais avec des qualités qui sont un peu différentes. Parce qu'il est un peu plus grand, un peu plus longiligne, je vais dire, que Crosby. Crosby est plus assis sur ses jambes, il est plus trapu, alors que l'autre, il est un petit peu plus grand. En tout cas, sur la glace, il donne. Moi, je mettrais McKinnon. Est-ce que c'est le combo parfait, le parfait power forward, et c'est le combo parfait de la puissance et de la vitesse. C'est incroyable à quel point souvent, quand tu gagnes en puissance, tu perds en vitesse parce que tu es plus explosif. Souvent, tu as des muscles qui vont te permettre de te pousser plus rapidement, mais tu gagnes en poids, donc tu es un petit peu plus lent. McKinnon, lui, c'est tout le contraire. Il est hyper puissant et hyper rapide. Écoute, j'aimerais te contredire. Je peux juste ajouter quelque chose, parce que tu viens de Vas-y, dire quelque chose de vas-y. très important, puis s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils fassent l'amalgame, OK? C'est-à-dire quand tu viens de dire de parler de force et tu prends du poids et tout ça, il faut faire très attention à une chose, c'est que si McKinnon est capable d'augmenter sa force pour amener plus de puissance et garder son explosivité, c'est qu'il a un programme hyper adapté. Ouais, À lui. À ouais. lui. À lui. Pas adapté sur Internet, un programme de force-puissance, et puis on y va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le joueur s'entraîne avec son profil à lui et il travaille avec son profil. Et du coup, ça lui évite d'aller chercher des blessures et justement de ne pas travailler dans le sens inverse, c'est-à-dire d'aller chercher de la force pour avoir plus de puissance, mais manquer d'explosivité. Ouais. OK, ça, c'est bien important parce que c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu plusieurs téléphones depuis 2 mois où des parents de jeunes joueurs qui ont bougé de club, mais comme il y a des clubs qui sont très, très, très basés sur le développement de la force, ben, ces jeunes-là ont perdu énormément d'explosivité. Ils disaient, ouais, mais quand il jouait dans son club, il était rapide, il sautait partout. Et là, il y a une impression qui est collée sur la glace. Ouais, voilà. Tu veux un des meilleurs exemples de la Ligue nationale pour moi, là, selon moi, Piqué Souban. Moi, Souban, je le voyais s'entraîner sur les réseaux sociaux, il mettait beaucoup de vidéos, tout ça. Le mec, il était rendu en shape, là, mais du haut du corps aussi. Il avait pris énormément de poids dans le haut du corps. Il avait des jambes, des cuisses énormes, mais il ralentissait de plus en plus. Mhm. Parce que Il collait à là, la il glace. était Il collait à rendu la glace. puissant. Il était rendu puissant, fort, gros. Gros dans le bon sens du terme, évidemment, mais sur la patinoire, ça se ressentait parce que il avait perdu de plus en plus d'agilité, de vitesse,
Donc, c'est là où le combo était mal réparti pour Piquet Exactement. Souban. Exactement. Pour revenir au MVP, j'aimerais... Non, j'adore la parenthèse, honnêtement. Je trouve ça hyper intéressant. L'entraînement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, surtout pour les hockeyeurs. Mais pour revenir au MVP, j'aimerais te contredire, Danny, mais je vais dans le même sens que toi. Je peux pas. McKinnon, honnêtement, c'est un des joueurs que je préfère regarder jouer. Il a vraiment un style qu'on voit rarement maintenant en NHL. Et faut dire que l'Avalanche du Colorado se bat pour le premier rang de la Ligue nationale de hockey. Ils sont à 1 point seulement des meneurs. Et faut rappeler que cette équipe-là est sans Gabriel Landeskog. Pendant presque toute la saison, sans un deuxième vrai centre. Là, on est allé chercher Casey Middlestat, mais avant ça, le deuxième centre, il n'y avait rien. Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-là, mais qui traîne vraiment cette équipe-là? Pour moi, c'est pas Cale Makar. Pour moi, c'est pas Mikko Rantanen. Pour moi, le vrai leader de cette équipe-là, c'est Nathan MacKinnon, et il le prouve encore cette année. Il n'est qu'à un seul point de Nikita Kucherov et de la tête des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Et ça, c'est depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, MacKinnon et Kucherov se suivent comme meilleurs pointeurs. La McDavid, depuis le changement d'entraîneur, a vraiment explosé. Mais j'ai un petit penchant pour Nathan MacKinnon. Donc, à voir. D'après moi, les trois pourraient très bien être les trois nommés, puis on verra ensuite qui va gagner. Dernier sujet, et c'est une discussion que je trouve assez intéressante avec le développement d'Juraj Slafkovský à Montréal cette année. Slafkovský, vraiment, qui... là, on voit le joueur qui a été choisi premier overall. On est en train de comprendre le joueur qu'il est. Et ma question, Danny, est-ce qu'on est trop pressé d'amener en NHL les premiers choix overall? Jack Hughes, ça lui a pris aussi 2 saisons pour se placer un peu dans cet univers de la NHL pour devenir compétitif. Slafkovský, ça a pris 1 saison et demie, bien que la première saison, il ait été blessé. On peut dire peut-être 1 saison complète avant vraiment de se développer comme joueur de la Ligue nationale de hockey. Alexis Lafrenière, ça lui a pris des saisons. On peut penser à Rasmus Dahlin. Il était prometteur, mais ça lui a pris du temps. Owen Power, lui, avait décidé de rester en NCAA, donc de prendre le temps de se développer. Mais est-ce que tu trouves qu'on est trop pressé à vouloir absolument les amener en NHL parce que c'est des premiers choix overall? Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que oui. OK? Moi, je trouve dommage que la AHL ait perdu son rôle essentiel de développement. Ouais. Moi, je me souviens dans mon jeune temps, et là, je vous parle ça fait un bon moment, parce que le nom que je vais vous sortir, je pense qu'il n'y en a aucun qui va le savoir. Claude Ruel. Ouais. Claude Ruel, c'était l'entraîneur je crois que c'était Hamilton à l'époque, si je ne me trompe pas, l'équipe ferme des Canadiens de Montréal. Et Claude Ruel était considéré en AHL comme le meilleur entraîneur développement du système. Ouais. Et le Canadien, à l'époque, on n'hésitait pas à travailler avec l'équipe, le club ferme, pour amener les joueurs en haut après. Je trouve qu'on a perdu un peu le rôle de la AHL sur le fond. Elle l'a perdu un peu. Et je pense que le passage... Le problème aujourd'hui, là par contre, je suis obligé de le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 18 ans qui arrivent en NHL, c'est des top shots. Il y en a, et là, il y en a un autre qui arrive, là, il y a 16 ans. Hein, il y a 16 ans, il est considéré comme joueur exceptionnel en Ligue junior majeure du Canada. Il a fait une saison incroyable. Son nom m'échappe, là, j'ai un petit trou, là, mais son nom m'échappe, mais il a fait une saison incroyable. OK? Et ce garçon-là, à 18 ans, il va arriver. Mais est-ce qu'on a eu tort de ne pas permettre à Crosby de rentrer en NHL à 18 ans et de faire la carrière qu'il a eue? Ben, je pense pas. McDavid, alors, tu vois, c'est difficile à dire parce que tout le monde ne peut pas réagir de la même façon. C'est pas parce que tu es numéro 1 que tu es prêt. OK? On regarde Ischier. Ischier, il était numéro 1. Regarde le numéro 2. Le numéro 2, il ne joue même plus au hockey. Non. OK? C'est pas drôle, là, mais il ne joue plus au hockey. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps de leur laisser un petit peu de temps pour les aider? Les jeunes diraient, je perds du temps. Puis un sage dirait, oui, mais au lieu de jouer jusqu'à 32, tu vas jouer jusqu'à 36. Ouais. OK? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux là-dedans.
OK? Parce que je sais que la NHL est toujours bien pressée. Puis quand on arrive avec des gros morceaux, c'est un peu comme en NBA. Si tu dis que Wemby ne peut pas jouer en NBA cette année parce qu'il doit aller jouer en J-League, parce qu'il doit aller faire ses trucs, alors que c'est le gros morceau de la NBA. Puis je pense qu'ils n'ont jamais vendu autant de maillots. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens de le dire, c'est que c'est des gars qui sont vendeurs. C'est l'image des clubs. Souvent, les clubs qui draftent premier, c'est parce qu'ils ont quelques saisons ou une saison archi nulle. Donc, tu as besoin de donner à tes partisans un petit quelque chose d'intéressant pour les faire revenir dans ta patinoire, pour les encourager, vendre des maillots. Et c'est pour ça, je pense qu'on est pressé. Et il y a aussi le fameux règlement de la CHL. Les joueurs qui sont draftés, qui arrivent de la CHL, ne peuvent pas être prêtés en AHL. Au club école. Ils doivent absolument retourner en CHL. Donc, les clubs de NHL n'ont pas leur développement dans les mains en AHL, alors que les Européens, Ryan Barrère, par exemple, cette année, il a été prêté avec l'automne, mais il aurait très bien pu passer sa saison complète en AHL. Donc, ça donne les joueurs nord-américains, les joueurs canadiens souvent sont pris avec ce règlement CHL. Les joueurs américains souvent vont rester en NCAA. Les joueurs européens ont le luxe de faire le saut en Amérique du Nord directement à AHL et ça change quand même la donne. Écoute, je pense que... Ça explique aussi, pour aller au fond de ta réflexion, parce que ça explique aussi parfois pourquoi certains joueurs ne... Parce qu'il faut savoir que la première année de contrat de 3 ans de recrue est validée si tu joues ton 10e match. Ouais. Alors c'est pour ça que souvent les recrues restent en début de saison, font les 9 premiers matchs et au 10e match, ils sont renvoyés. Ils sont renvoyés soit en junior ou ouais, ils n'ont pas le choix. De toute façon, c'est en junior. Quand c'est des jeunes comme ça, c'est en junior. Si c'est un Européen, on a décidé avant de qu'est-ce qui va se passer. Exact. Alors, c'est pour ça que c'est la règle des 10 matchs qui fait que si tu joues 10 matchs, tu entérines la première année de contrat de ta recrue et ça plétérite ta première année parce que le joueur ne va pas forcément jouer dans ton équipe. Et du coup, là, c'est de l'administration. Alors, du coup, tu veux rallonger un peu une année, alors tu le renvoies en junior au 9e match. Je pense que la discussion est bonne, mais je pense que quand il y a des exceptionnels, c'est un peu du cas par cas. Danny, ce sera tout pour nous cette semaine, mais on aura la chance de se retrouver assurément, au moins pendant les playoffs. Oui, bien ça, c'est sûr, j'espère. Toujours un plaisir, Danny. Merci beaucoup. Plaisir. Bye. Merci, bye. C'est ce qui termine l'épisode de la semaine d'Overtime NHL. Merci encore à Danny Gélina pour sa présence sur notre émission. Toujours très intéressant de l'avoir avec nous. Exceptionnellement, je vous donne rendez-vous dans une semaine, jeudi le 4 avril, pour notre prochain épisode d'Overtime NHL. Et oui, 2 épisodes en 2 semaines. Ça nous permettra de parler de la course intense et intéressante aux playoffs en NHL. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, ce sera ce samedi 30 mars sur MySports 3, notre match de la semaine commenté en français. Dès 17h30, les Panthers de la Floride affronteront les Red Wings de Détroit. Match très intéressant. Floride qui veut accrocher la première place du classement général et Détroit qui veut accrocher une place en play-off. Donc ça promet à ne pas manquer. Sinon, je vous dis, passez un excellent week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.